Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 25 avril 2024. Alors aujourd'hui, beaucoup de choses à voir, hein. Il y a beaucoup de rouge sur les marchés, notamment à cause des chiffres qui sont tombés aux États-Unis. On va y revenir. Les résultats d'entreprise, toujours. Beaucoup de résultats qui arrivent. Et puis des réactions assez fortes, hein. C'est souvent acheté fort quand ça marche et vendu, voire bazardé des fois, quand les résultats sont un peu décevants avec toujours le contexte des taux élevés qui vont rester élevés probablement parce que la Fed ne devrait pas baisser, et puis l'inflation aux États-Unis, et puis les chiffres de l'emploi et du commerce notamment qui inquiètent un peu les marchés. Alors on va voir quelques actions, on fera un rapide point aussi sur les actions du portefeuille qui sont intéressantes, et puis les grosses variations du CAC 40. Il y a beaucoup de choses à voir, alors on va essayer de pas faire trop long, mais c'est toujours intéressant ce qui se passe en ce moment. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, on va commencer juste par les gros chiffres. Là, on le voit sur ce graphe, c'est le PIB aux États-Unis par trimestre. Donc on le voit, les derniers trimestres, on était autour de 5, 4, 3, donc c'était relativement correct en termes de performance. Sauf que là, les chiffres attendus ont déjà été moyens, on attendait autour de 2 et 3, 2,5, et on a eu 1,6. Alors ça sera peut-être encore révisé, mais ça va pas être révisé énormément probablement. Donc des chiffres sur le PIB américain qui sont relativement mauvais, on le voit ici, on était bien revenu, et puis là on baisse un petit peu, on n'est que à 1,6. Ça dénote une petite faiblesse. Alors, c'était attendu quand même parce que la surchauffe de l'économie américaine est importante depuis un moment. On a mis des taux élevés justement pour la ralentir. Ça commence enfin à porter ses fruits. Alors, ce qu'on aimerait bien, c'est que l'inflation baisse et les salaires aussi. Le problème, c'est que ça ne se voit pas encore sur les chiffres. Parce que si on a le 1,6 de PIB sur le premier trimestre, on a aussi eu, alors sur le chômage et inscription hebdomadaire au chômage, ça change pas tellement, on était à 207 000, on est toujours dans ce même ordre d'idées sur les inscriptions hebdomadaires au chômage. C'est pas ça qui compte, c'est surtout les PCE Core, ça sert notamment pour l'inflation, c'est un indice important. Et il est ressorti à 3,7 alors qu'il était à 2 le mois précédent et à 3,4 notamment, c'est pour les ménages, les PCE Core. Donc on voit qu'il y a encore une inflation très importante aux États-Unis malgré cette chute du PIB. Donc l'inflation continue d'être problématique outre-Atlantique pour le moment, et c'est ça qui continue à peiner un peu les marchés. Donc je pense que pour la baisse des taux, maintenant, il y a quasiment plus aucun doute. En juin, on n'aura pas de baisse des taux, ça va reporter. Alors il faudra des données très fortes, vraiment pour changer la tendance très fortement, parce que l'idée de 3 baisses des taux en 2024, elle est peut-être même à mettre à la poubelle. Et puis le timing maintenant, ça va être quand et combien en 2024, parce que si on était parti sur du 3 fois 0,25, on va peut-être reculer tellement qu'on va avoir qu'une fois ou deux fois 0,25 sur 2024. On verra, ce sera les chiffres qui vont donner le là sur la politique monétaire de Jérôme Powell. Toujours plein de résultats sur les entreprises, on va en revoir quelques-unes. On va voir aussi le les matières premières avec juste le pétrole, toujours plutôt dans le haut, on le voit. Donc à ce stade, rien, on est toujours dans notre canal haussier, dans le haut de la figure, même s'il y a eu une très légère correction. On reste sur un pétrole très haut et très cher, dû à une demande notamment toujours importante. Donc rien à dire sur ces niveaux-là. Le cacao a un peu réagi, hier notamment, donc plus 5%. On est toujours haussier sur le cacao. On n'a pas cassé les 10 000 là, donc tant qu'on tient les 10 000, on est très bien. Sur les minières, c'est toujours la même chose, toujours haussier. Le cuivre notamment, on va reparler du cuivre avec une OPA en cours, probablement sur le secteur du cuivre.
Et l'or toujours haussier, même si on consolide un petit peu, hein, on le voit sur les indicateurs. On revient ici au niveau des premières moyennes mobiles. Quelle que soit la force hein, de la consolidation, ça restera probablement encore haussier une bonne partie de l'année 2024. Alors on va commencer par Newmont. Newmont c'est une minière or justement, on en parle souvent de l'or, on en a dit depuis la fin de l'année dernière, les minières, notamment l'or, mais aussi les autres matières précieuses, sont super intéressantes parce qu'elles devraient avoir en 2024 une explosion des prix, hein. Et là c'est le cas notamment sur Newmont, hein, sur l'or principalement. On le voit. On va augmenter, là c'est la performance avec le chiffre d'affaires, le bénéfice net par action en gris et puis les prévisions en jaune, on a un peu tout explosé sur ces niveaux-là, on le voit, on a fait plus de 4 milliards, hein, 4 milliards 20 millions, alors qu'on attendait 3,65, donc une belle performance et le bénéfice net par action est passé aussi à 0,55 au lieu de 0,36 attendu, donc une super performance sur Newmont qui devrait encore tout le trimestre qui arrive hein, profiter des prix très hauts sur l'or. Ça va aider les marges notamment de ces minières. Alors on va regarder ce que fait Newmont. Avec un N. Hop. Et là on est à plus 10% aujourd'hui, hein. On a fait un petit gap évidemment, hein, parce que les résultats, comme souvent en ce moment, hein, c'est soit vendu très fort, soit acheté très fort quand il y a des petites surprises. Et là on le voit, hein, déjà le gap haussier à l'ouverture, on prend 4% et on continue de monter encore de 5-6% pendant la séance. On en est à plus 10. On est en train d'aller chercher notre grosse résistance ici, hein, des 42-43. Et on le voit, ce phénomène de retournement hein, qu'on avait identifié ici, hein, la dernière baisse, le rebond, et puis là, le retournement qui est en train de se mettre en place sur Newmont. Donc oui, toujours très favorable hein, pour la poursuite du retournement haussier sur les minières qui devraient bénéficier du prix de l'or et des matières précieuses pour aller chercher les résistances à la fin de l'année, peut-être les 50. Ce serait pas impossible, je pense, mais certainement une progression assez importante à moyen long terme, ou au moins à moyen terme pour la plupart des minières. On va parler du CAC 40 avant, parce que sinon je vais oublier. Hop, le CAC. Alors l'indice. L'indice il perd 0,9 et on va zoomer. C'est toujours les 8100, hein. On avait noté ici une petite zone de résistance, hein. C'est l'oblique blanche qu'on avait un peu cassé hier notamment, mais on avait tout rendu en fin de séance. Et aujourd'hui, on continue, on ouvre sur ces niveaux et on baisse avec notamment les chiffres hein, qui sont arrivés, dont on a parlé en début de vidéo. Ça continue. Alors la tendance c'est toujours la même, hein, on est toujours en mode consolidation, pas trop d'excès. On a rebondi, mais on est toujours plus ou moins en mode conso. Et c'est les résultats des entreprises qui vont certainement aussi aider les valeurs. Alors là, une grosse chute parce que c'est le luxe notamment, hein, le luxe a énormément baissé aujourd'hui. Et comme le CAC est très fortement pondéré en luxe, ça n'aide pas à signaler aussi qu'Hermès est en train de s'en sortir peut-être un peu mieux que LVMH, hein. Les chiffres d'Hermès étaient plutôt corrects par rapport à ceux d'LVMH, notamment sur la croissance et puis les chiffres en Chine. Ça gagne un peu des parts de marché et c'est en train de devenir peut-être... alors ils sont au niveau de la capitalisation, ils sont encore un peu plus que la moitié, je crois, ça doit être du 9 et 15. Autour de 15% de pondération pour LVMH et autour de 9% sur Hermès environ. Mais ça commence à grignoter hein, du côté d'Hermès, donc ils sont en train de revenir plutôt fort. Donc sur le CAC, on est toujours sur ces niveaux-là, donc 8100 en obstacle, en résistance, on pourrait même la mettre comme ça, hein, cette petite résistance ici à 8100. Et donc la tentative de rebond pour la casser est avortée. On le voit aussi sur le DAX qui est SAP notamment très fortement pondéré hein, sur le DAX qui est en train de baisser aussi. Euh, donc c'est peut-être aller chercher au moins le premier gap sur les 7008, hein. Ce serait je pense un premier signal. On va regarder rapidement aussi
les indices étrangers qui sont négatifs aussi aujourd'hui, hein, le Dow et le Nasdaq qui perdaient un peu. Alors ça revient un peu là en cours de séance, mais on perdait autour de 1%, donc c'est pareil, hein, le Dow on le voit, la phase de conso, avec peut-être ici les 37 000 à aller chercher avant de repartir. C'est juste de la consolidation à ce stade, hein, sur le Dow et le Nasdaq. Hop, avec un N, il est là. Moins 1,5 pour le Nasdaq. Lui aussi, hein, il est qu'en phase de consolidation, parce qu'on reste largement haussier. Donc on est tellement monté vite qu'on pourrait revenir ici sur les 16 764. Travailler un peu et pourquoi pas repartir. On verra les chiffres des technologiques notamment qui ont beaucoup impacté les marchés. Au niveau des grosses variations, alors on voit quasiment tout en rouge. C'est un peu remonté, on n'avait pas trop de vert durant la séance, mais là c'est remonté, quelques-unes ont grappillé quelques dixièmes. Surtout Sanofi, hein, qui prend 4%. Et Sanofi, on voit, ils font quoi? Ils butent pile ici sur leur moyenne à 200. On l'avait dit, hein, c'était ici, on l'avait dessiné en oblique. La résistance de la moyenne à 200 pour l'instant qui fait obstacle. Alors le point positif, c'est qu'on a enfin cassé cette oblique-là. Là, on avait déjà fait un premier faux départ au mois de mars. Un deuxième ici, peut-être qu'il va tenir. À voir ce que va faire Sanofi. Moi, je suis pas toujours hyper favorable sur cette valeur qui a pris beaucoup de retard sur la recherche et le développement pour des nouveaux traitements et des nouvelles thérapies. Donc c'est les futurs chiffres d'affaires qui vont être impactés. Je pense elle a un peu de retard quand même, Sanofi. Et pour l'instant, c'est à mon sens toujours baissier, même si on peut y voir éventuellement un canal haussier qui est en train de se mettre en place, mais sous ces niveaux-là, sous les 92, 94, ça me semble encore un peu tendre. Et puis Dassault Systèmes, la plus grosse baisse. Alors ce matin on était très haut, on avait fait un beau chandelier, on repère un peu tout en cours de séance, des volumes énormes, mais des chiffres quand même plutôt corrects, un tout petit peu en dessous de ce qu'on attendait, mais moi je pense qu'on a assez décoté là sur Dassault Systèmes. On la retrouve quand même sur des niveaux très bas, hein, on l'attendait autour des 38, 39, c'était un bon prix, voire même les 40. Là, elle est un peu dans le no man's land, alors un support à 34. Pas certain qu'on le joue. On le voit, il y a eu beaucoup de volatilité, une mèche haute et une mèche basse à la fois sur Dassault. Euh, je pense que toute cette période-là devrait s'acheter parce que la valeur a trop de demandes et est tellement bien implantée avec ce qui se passe aussi au Moyen-Orient et en Europe de l'Est. Donc toujours assez favorable sur Dassault Systèmes. Le signal, on l'aura peut-être ici, hein, sur la cassure de l'oblique qui est actuellement autour des 39,6, hein, qui va continuer de baisser. Et puis le déclenchement sur les 40,3. Mais c'est à surveiller parce que là, on n'est pas loin d'être dans l'excès, je pense, sur la chute de Dassault et sur les ventes. On va le revoir aussi sur d'autres valeurs qui ont été extrêmement vendues. Et puis LVMH aussi, moins 2,7. Mais ça rebondit sur un petit support à 768, au-dessus de toutes les moyennes qui sont plutôt à plat. On a déjà cassé la phase de correction. Donc pour l'instant, on fait quoi? On travaille, mais on travaille en zigzag, presque dans un range, hein, entre 768 et on pourrait mettre une zone ici autour des 814. Et entre deux, bah, c'est de la construction où il se passe rien pour le moment. Donc c'est le jour où on viendra à casser un des deux qu'on pourra peut-être y voir plus une tendance forte sur LVMH, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Danone est intéressant aussi. Hop, ils sont où Danone? Ils sont ici. Parce qu'ils sont en train de faire le petit dessin qu'on avait fait, hein, à savoir après le signal de vente, la consolidation ici sur la moyenne à 200 autour des 57 euros. La cassure de l'oblique, les résultats qui ont été vendus, mais finalement, on le voit, hein, on est en train de travailler dans le range. Donc on casse pas les 58,7, ça c'est important. On travaille entre les 58,7 et les 60,5. Et c'est toute cette zone de travail-là, plutôt dans le haut, qui devrait nous amener à casser les 60,5 et à relancer Danone vers ses plus hauts historiques. Pour l'instant,
on est plutôt favorable. C'est un genre de configuration qui est quand même qui a plus de chances de casser à la hausse. Maintenant, si on casse les 58,7, retour sur le support. Et si on casse le support, là c'est pas bon. Mais pour l'instant, on se met quand même dans des dispositions plutôt intéressantes sur Danone. Alors comme d'habitude, pour plus de sécurité, on attendra plutôt le débordement, notamment des 60,5. On avait Walt Disney qui, alors on va attendre quelques jours parce que les Américaines et les technos sont un peu en train de souffrir, mais on revient ici hein, sur les 109, on le voit, avec une phase de consolidation qui arrive bientôt à son terme. On en reparlera la semaine prochaine, je pense, de Walt Disney, mais à terme, c'est toujours le but à court terme hein, d'aller chercher à nouveau les 127. On va laisser la fin de conso se terminer, mais je pense qu'on n'en est plus très loin actuellement. On a également Snowflake, toujours aux États-Unis. Intéressante, pourquoi les divergences? On a le cours qui descend et on a les indicateurs qui montent. Généralement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir un changement de tendance. C'est-à-dire que là, la tendance sur le prix, elle est à la baisse. On pourra avoir un retournement aussi intéressant, doublement intéressant. Pourquoi? Parce qu'on est aussi sur support, hein. Le support des 47,59 hein, environ, ou plus précisément plutôt, mais environ les 47,5. On le voit, hein, ça avait plein de fois permis à la valeur de rebondir. Et là, on y revient encore. C'est une valeur qui a énormément décoté ici depuis le mois de février et qui revient finalement sur ces niveaux d'avant explosion, sur ces niveaux de travail. Je pense que ça devrait aussi bien booster tant qu'on tient les 47,5. Il faut s'attendre peut-être à avoir des bonnes nouvelles sur Snowflake sans les anticiper. Si on voit qu'on commence à casser ici autour des 158, il faudra peut-être s'intéresser un peu plus à la valeur. Et on a également sur le même principe Meta Platform. Alors malheureusement, je n'ai pas joué le short sur Meta Platform, mais c'était la même chose. Divergence sur Meta Platform, on voit le prix qui fait que monter et les indicateurs ici qui ne font que descendre. Donc on a une divergence entre les deux. Le cours est en train de monter, ça appelle très probablement une séquence baissière. Et là on l'a vu sur le Nasdaq et beaucoup, hein, on a eu un début de baisse et puis les résultats qui sont arrivés qui ont été très nettement vendus, notamment sur l'intelligence artificielle, hein, le secteur un peu IA de Facebook a pas rapporté d'argent, ça a été sanctionné par le marché. Alors même si la direction a rappelé que c'était pas le cœur de métier de Facebook, hein, c'était surtout de la vente de publicité. Mais tout de même, l'IA qui est très présent un peu partout sur toutes les technologies, qu'on veut que ce secteur-là rapporte beaucoup parce que c'est l'avenir. Et le marché a sanctionné Meta Platform. Maintenant, ça reste quand même une super valeur, une super entreprise qui a beaucoup d'autres actifs à son compte et une expérience et un certain âge maintenant qui lui permet aussi d'avoir accumulé pas mal de petites boîtes avant qu'elles deviennent grosses, hein. Ça a aidé énormément Facebook. Aujourd'hui, on les retrouve peut-être en conso. On a perdu pas mal. Regardez, on était ici sur les plus hauts. On a perdu 18% et on pourrait perdre autour de 25%. Donc un quart de la valeur en quelques jours seulement. Euh, alors c'est pareil. Aujourd'hui, on prend un gros coup sur le museau, mais on va peut-être faire quoi? On va peut-être combler le gap sur les 400, travailler quelques semaines et puis dès le mois de mai, peut-être repartir. Alors, je sais pas si ça va repartir dès demain, repartir en flèche comme ça, ou si on va passer plusieurs semaines ici. Mais je pense que sur Facebook, il y aura certainement aussi à moyen et long terme de belles choses à faire. Alors, la question, ça va être de savoir comment rentrer, peut-être en plusieurs fois, hein. Ce serait peut-être le plus intelligent à faire, parce qu'on est dans une période ici un peu entre deux. Ou alors
le plus sage, ce serait quand même d'attendre quelques jours pour cette fin de conso, ces ventes qui doivent se faire quand même sur Facebook, et puis y revenir un peu après. Mais tout le travail qu'on pourrait avoir ici, je pense, serait intéressant et devrait permettre après à Meta Platform de repartir. Je ne les vois pas avoir une consolidation extrêmement forte, extrêmement longue pendant toute l'année 2024. On verra les semaines à suivre, mais peut-être aussi pas mal d'observations sur les niveaux autour des 400, et puis autour des 400, ça vaudrait le coup, je pense, de se mettre sur Facebook. On a aussi en France, alors, Veralia, des résultats qui ont été bien appréciés. On l'avait dit sur Veralia, c'est cette zone-là, hein, les 36, qu'il faut passer. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Ce qui est important, c'est qu'elle partait de loin quand même. On le voit ici, hein. On a clôturé autour des 34. On ouvre en petit gap baissier. Et puis on fait que monter durant la séance et on monte, on gagne plus de 9%. Alors après, c'est vendu. Et on finit sous notre résistance à 36 et autour de notre moyenne à 200. On prend quand même 4,7%. Donc c'est quand même un gros signal fort. On le voit au niveau des volumes, hein, énormément de volume. Et puis, ce qui est bien, c'est les plus bas. Regardez les plus bas, de plus en plus haut. Ça forme un triangle ou un biseau, comme on veut, avec la résistance sur le même niveau, les plus bas de plus en plus haut, donc la phase de congestion, et à un moment ça doit casser. Alors si ça casse vers le haut, bingo, ça peut toujours, faut jamais oublier la possibilité qu'on casse vers le bas et que finalement on revienne ici sur les 31,5 et que ça mette du temps. C'est pour ça qu'on attend véritablement le signal de casser les 36 et de rester quelques jours au-dessus des 36. C'est ce qu'on a espéré ici et ça s'est jamais passé au mois de mars. Et là, au mois d'avril, pareil. Euh, Là, avec les résultats et la belle journée, on est en droit d'espérer que ça passe, mais on a encore une mèche haute et puis on a du mal à rester au-dessus. Mais moi, je suis quand même plutôt favorable et je pense qu'il y a plus de chances quand même. On est plutôt sur les 2 chances sur 3 d'aller casser et de progresser à la hausse. On a également FDJ, alors la Française des Jeux, qui revient où? Ici, sur le gap. On va le noter, il est là. Il n'y en a plus. Il a été comblé avec la mèche. Donc le gap, on peut l'oublier. Et généralement, c'est une bonne chose de combler les gaps. Comme ça, c'est des niveaux d'achat intéressants. Comblage de gap. Un vieux support à 33,94. C'est la ligne verte. La moyenne à 200. Ça fait beaucoup de choses pour soutenir le cours et le racheter. Donc toute cette zone-là, hein, c'est pour moi, on est en train de rentrer dans une zone d'achat sur la Française des Jeux. Si on n'est pas dessus et qu'on veut jouer la Française des Jeux, c'est maintenant qu'il faut l'acheter. Si on casse le support, on part, on n'aura perdu que quelques pourcents, relativement peu, hein, on le voit, même pas 2%. Donc après, c'est à vous de gérer vos stops, plus ou moins importants. Mais c'est ces niveaux-là, hein, on pourrait peut-être un petit peu enfoncer et repartir. Mais je pense qu'il y aura une défense du titre ici qui a fini sa consolidation et qui devrait bien repartir. Alors comme d'habitude, hein, c'est un peu plus prudent d'attendre déjà un début de rebond et d'avoir la confirmation sur la cassure de l'oblique. Mais là, ça devrait être travaillé et tout ce qui va se passer ces prochains jours sur FDJ, ça devrait nous en apprendre pas mal sur le possible rebond ou non de la Française des Jeux. Mais ça me semble super intéressant aussi. Peut-être pas à acheter tout de suite, mais à suivre, à surveiller et à se placer si on commence à retrouver des chandeliers verts. Et puis on va finir avec les minières, hein. Les minières, on en parle tout le temps. On a commencé avec Newmont. Hop. Et on a aujourd'hui, alors BH Group, c'est une minière australienne énorme. Qui est en train de faire une OPA sur Anglo-American. Alors ça c'est l'acheteur, hein, BH Group, c'est donc les Australiens qui veulent acheter une entreprise britannique. Donc le cours n'est pas forcément impacté sur l'acheteur. À chaque fois, c'est toujours sur l'acheteur, c'est toujours celui qui va être acheté qui généralement bénéficie d'une prime. Donc on va pas s'attarder sur ce graphe-là. On va regarder Anglo-American. Les voilà, ils prennent plus 15%.
On le voit, ils avaient du mal, hein. Ils avaient commencé leur rebond comme beaucoup de minières, hein, un petit peu en retard peut-être, mais il y a quand même quelque chose. Et puis l'annonce de l'OPA de BHP sur Anglo-Américaine bah, fait exploser le cours, hein. On casse la résistance, on prend plus 15%. Alors à voir si l'OPA va être jugée assez intéressante sur le prix ou pas. Comment va se comporter le titre ces prochains jours. Mais c'est quand même intéressant d'avoir ça sur le secteur. Ça pourrait créer un nouveau mastodonte aussi sur le secteur du cuivre, notamment. Nous, on est déjà sur Eurubis, mais ce conglomérat-là pourrait aussi concurrencer à terme. Ça va mettre du temps, hein, le temps de faire l'opération. Et après d'avoir les synergies, on est en termes de temps, en mois, voire en années, avant de voir les fruits. Mais déjà, ça, c'est intéressant de noter ce possible rapprochement de BHP, de Anglo-American sur le secteur des minières. Et on va faire rapidement quelques petites actions du portefeuille. Euh, On va parler de GTT. Là aussi, alors le gap il est quasiment comblé, il manque quelques centimes. C'est un peu vendu fortement ces derniers jours. Pas inquiet sur GTT, ce sera racheté, je pense. Moi, j'attends même encore le comblage de gap et je pense que je pourrais même renforcer un peu sur ces niveaux-là, hein, autour des 128, voire des 124 quand on aura une réaction sur GTT. Là, on frôle les 30, donc on n'est pas à l'abri d'avoir peut-être une petite baisse dans l'excès. Et quand on va avoir un certain rebond sur GTT, il faudra, je pense, se mettre dessus. Les bonnes nouvelles, bah, c'est Hoffman, hein, Hoffman Green Ciment, je vous en avais parlé pendant un moment, notamment après la hausse. On a eu le pullback qui s'achetait, hein, c'était ici, on a bien profité. On l'avait acheté assez bien ici, on en est à plus 16% en même pas 2 semaines. Et on va rester sur Hoffman Green Cement parce qu'il y a une avance un peu technologique au niveau du ciment bas carbone qui va être très demandé. Et puis on a toujours ces volumes super importants. Et puis cette phase de retournement qui est en train de se mettre en place. L'objectif, bah, c'est de taper vraiment des nouveaux plus hauts et puis de mettre en place cette séquence haussière et ce retournement aussi à long terme qui à terme, peut-être moyen terme, nous amènerait à casser les 13,50. Donc il y a encore pas mal de marge, je pense, sur Hoffman Green Cement, qui va déjà attaquer ici une résistance, hein, les 11. On verra si ça passe facilement ou pas, mais déjà ces derniers jours, les chandeliers sont plutôt intéressants. Sur Ipsen, c'est un peu moins bien, mais on est en train de se maintenir au-dessus de cette moyenne à 200. Alors Ipsen, le graphe ressemble un peu à Veralia, hein, c'est un peu la même chose, avec la consolidation après la résistance, les plus bas. Alors là, on est revenu taper les supports à 100, mais dernièrement, les plus bas de plus en plus haut. Et puis on casse ici enfin, et puis on se maintient au-dessus de la moyenne à 200. Ça, c'est bien. Généralement, hein, c'est ça qui se passe. Hop. Et puis, etc., etc. Donc, on est en train de faire le boulot sur Ipsen. On attend aussi des bonnes nouvelles, notamment sur le paiement de royalties, par exemple, sur des thérapies ou des médicaments qui marchent bien. Et, hop, hop, hop. On a tout fait. Et oui, juste un point, on va finir avec Tesla. Tesla qui a annoncé des chiffres très mauvais. Alors on s'y attendait, mais le marché les a achetés parce que ils ont annoncé aussi en même temps des nouvelles mises sur le marché de nouveaux modèles un peu moins chers qui devraient un peu rebooster le titre. Alors moi, je ne suis pas complètement convaincu. Le marché, lui, il a été, hein, parce que hier, ça a explosé. Mon short, il a explosé avec, malheureusement. Ils ont pris plus 12%. Et aujourd'hui, on prend 1%. Alors, on se maintient. La tendance, elle reste baissière. Pour l'instant, c'est juste du rebond technique. Il faudra voir si Tesla arrive à capitaliser là-dessus ou pas.
Moi, j'ai trouvé les chiffres quand même relativement inquiétants. Et puis la part de marché qu'ils perdent face aux concurrents, c'est toujours, toujours moyen. Et puis les nouveaux modèles qui vont arriver, qui vont être moins chers que les précédents, bof. Et bon, pour l'instant, le marché achète, on verra. La tendance reste quand même dégradée, hein, donc attention sur Tesla. Et juste pour finir avec Tesla, alors je crois que c'est Stifel. Steve. Non, c'est pas ça. Où est-ce que je les ai mis? J'ai dû les mettre ici. SSS. C'était. C'est Steve, voilà. Steve, c'est. Ils sont notamment dans les batteries pour éviter le contenant des batteries pour éviter les explosions des batteries. Et ils ont signé récemment un contrat avec Tesla, donc ça pourrait les faire changer de dimension, cette entreprise. Donc on le voit, hein, hop, ici elle cote depuis assez peu, hein, décembre 2023. Et elle a bien fonctionné au début de l'année, une première consolidation, elle a à nouveau explosé, et puis les contrats, hein, avec Tesla pourraient les propulser encore plus haut. C'est un peu spéculatif, c'est une petite valeur, pas forcément très liquide, mais il y aura certainement quelque chose à jouer. Donc on a ici un range, hein, entre les 11,65 et les 9,20. Donc si on revient, on comble un peu le range et le gap et qu'on repart, pourquoi pas, hein, s'intéresser à Steve, qui avec ses nouveaux partenariats pourrait changer. Les pourcentages sont intéressants, hein, parce que le bas du range et le haut, on le voit, il y a plus de 25%, donc un quart de la valeur à jouer. C'est une action très volatile, donc attention, mais ça peut rapporter gros si la société continue à bien se développer. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, les actions sur lesquelles vous êtes, que vous voulez qu'on analyse. On le fera ici en graphe ou en commentaire. A plus, bon trade!